Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir à tous et merci pour votre fidélité à l'émission Grand Dossier qui consacre le numéro de ce soir au ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Ce département qui exécute la politique du gouvernement en matière d'action sociale et humanitaire avec pour vocation celle de garantir la prévention des chocs, les risques de vulnérabilité et de catastrophes, la protection, la prise en charge et la protection des populations vulnérables sur l'ensemble du territoire national. Est à la manœuvre pour conduire cette politique au nom du gouvernement Antoinette Dinganzondo, c'est notre invitée de ce soir. Bonsoir, Madame la Ministre, et bienvenue à l'émission Grand Dossier. Vous avez un large éventail d'attributions, parmi lesquelles la prévention, la protection, la promotion des personnes et des groupes les plus vulnérables, la prise en charge, ça va des enfants en situation difficile, aux personnes vivant avec handicap, en passant par les familles économiquement faibles, les réfugiés et autres déplacés. Est-ce que c'est ça qui vous fait courir, madame? On dit de vous que vous êtes très matinale, vous vous réveillez très tôt. Est-ce que c'est ça qui vous fait courir? Pendant toute ma carrière, hors du pays, partout où j'ai travaillé, je me suis toujours levé tôt. Je respecte les horaires. On me dit les horaires c'est de telle heure à telle heure. Et puis je suis plus productive dans la matinée. Ça c'est ce que j'ai constaté. Donc être très tôt au bureau, pendant qu'il n'y a pas grand monde, le téléphone ne sonne pas à tout moment, donc là, je peux me concentrer sur le travail et tout. Voilà. Je vous propose d'abord de suivre ce sujet réalisé par nos équipes de reportage et on revient tout de suite après pour le débat. Lancé en 2015, le projet Lisungi est un projet de gouvernement qui intègre la stratégie de lutte contre la pauvreté. Ce projet cher au chef de l'État s'exécute avec l'appui financier de l'Agence française de développement et la Banque mondiale. À ce jour, le projet Lisungi couvre déjà 16 localités et 9 336 ménages bénéficient déjà des allocations en cash transfert. Ce projet qui fait des erreurs a déjà réussi à transformer la vie de plusieurs personnes. La pâte est depuis août, nous doit parler, En dépit de la situation économique morose, le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour que les ménages pauvres bénéficient des allocations de ce système de sécurité sociale. Déterminé à réduire et à lutter contre la pauvreté, le ministère des Affaires sociales, toujours dans le cadre du projet Lisungi, a lancé un nouveau programme de sécurité sociale, dénommé Programme d'activité génératrice de revenus, dont le processus de mise en œuvre est déjà lancé. Pour bénéficier de ces allocations, il faut être un ménage très pauvre, reconnu tel par la communauté, avoir des enfants de 0 à 14 ans et avoir au moins une personne âgée et s'inscrire au registre social unique. Alors, mission délicate, Madame la Ministre, avec ce que cela comporte comme exigence dans un secteur différemment apprécié, assorti de critiques tout aussi acerbes. Une certaine opinion pense que les affaires sociales ne font pas assez. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? Ils ont raison. Et parce que la demande sociale, elle est très forte. Et en face, on n'a pas toujours la réponse appropriée. Et que ce soit moi, que ce soit tous ceux qui m'ont précédé à ce ministère, l'état des lieux qui avait été fait par mes prédécesseurs, par moi, c'est que le ministère manque de moyens pour répondre à la demande sociale.
Donc, c'est tout à fait normal. Elle est énorme. Elle est énorme, elle est énorme. Il y a une étude qui a été faite qui dit que ceux qui bénéficient de la sécurité sociale institutionnelle, c'est moins de 15% de la population. Là, vous avez les fonctionnaires de l'administration publique, les travailleurs du secteur privé. En tout, c'est moins de 15%. Maintenant, le reste, si vous prenez ceux qui sont dans le secteur informel, bon, peut-être qu'eux, ils se débrouillent, mais ceux qui n'ont rien, n'ont pas de revenus, s'attendent à ce que le ministère des Affaires sociales vienne à leur aide. Mais si le ministère des Affaires sociales n'a pas les moyens de venir à leur aide, bien, le résultat, c'est celui-là. Puisque vous avez également en charge le volet humanitaire, on vous a vu aller parfois sur le théâtre des événements, au péril de votre vie, madame. L'humanitaire, c'est devenu pour vous à ce point, une passion? Tout ce que je fais, je le fais avec passion. Que ce soit l'humanitaire, que ce soit le social, que ce soit la cuisine à la maison. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec passion. Et à plus forte raison, m'occuper de mes frères, de mes sœurs. C'est les moyens qui manquent. Sinon, croyez-moi, mon équipe et moi, nous sommes disponibles. Et dans mon équipe, il y a aussi beaucoup de passionnés, beaucoup qui sont dévoués. C'est devenu un sacerdoce, une sacrée envie de réussir. Voilà. Merci, madame. Où est-ce que vous en êtes finalement avec le processus de relèvement dans le département du Poul? Alors, dans le département du Poul, là également, c'est ce que vous avez dit au début, hein, c'est une question des ressources. Les ressources disponibles, ce qui a été mis à notre disposition, nous venons juste de commencer. Nous avons commencé avec l'assistance à nos frères et sœurs qui sont repartis dans leur village pour leur permettre de retrouver leurs activités. La plupart étaient des agriculteurs. Donc nous avons commencé à donner les matériels aratoires, nous avons commencé à réhabiliter quelques étangs, parce qu'il y a beaucoup qui font la pisciculture tout autour de Mindouli, par exemple. On a commencé à réhabiliter quelques pistes agricoles, et pour l'instant, les sommes disponibles ne nous permettent pas d'aller au-delà de ce que nous avons commencé à faire. Il est prévu qu'on les aide aussi à réhabiliter leur abri, parce que beaucoup ont perdu leur abri. Mais là, pour l'instant, nous sommes concentrés sur la réhabilitation de la capacité productive. C'est ce que la population a demandé. Nous voulons nous mettre au travail, et pour cela, donnez-nous les moyens de nous mettre au travail. Donc, les pistes rurales, le matériel aratoire, les semences, et la réhabilitation des étangs piscicoles. On a noté le long du fleuve Congo, Madame la Ministre, une présence des déplacés, une forte présence des déplacés de la RDC, de la province de Maïndomé, particulièrement du territoire de Yumbi, suite à des conflits communautaires. Alors, quelles sont les grandes conclusions de la tripartite Congo, RDC et HCR? Alors, quand cette population est arrivée, je crois que c'était le 18 décembre, le 19, avec mon collègue du ministère de l'Intérieur, nous sommes rendus sur le terrain parce qu'il y avait beaucoup de blessés. À la suite des combats, il y avait beaucoup de blessés, donc nous avons apporté les médicaments. Les autorités locales ont commencé à enregistrer sur des bouts de papier, à enregistrer. Et quand nous sommes revenus, nous avons rendu compte au chef du gouvernement qui m'a instruit de faire une requête au système des Nations Unies pour une assistance multiforme. Donc après, les agences du système des Nations Unies se sont relayées, qui avec la nourriture, qui avec des médicaments, qui avec ce qu'ils pouvaient avoir. Ils ont voulu même monter des tentes, mais comme c'est une zone marécageuse, ils n'ont pas pu monter des tentes. Maintenant, nous, de notre côté,
nous avons dit, nous allons les laisser en observation, peut-être qu'ils vont repartir. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, nous connaissons le nombre. À l'époque, ils étaient aux alentours de 16 000. Aujourd'hui, ils sont autour de 7 000. Mais ils n'ont pas été enregistrés officiellement, reconnus officiellement comme des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Donc, ils n'ont pas un seul statut. Le seul statut qu'ils ont, c'est qu'ils ont quitté leur pays pour un autre pays et ils sont en déplacement forcé. Alors, la conclusion de la tripartite, c'est de dire, bon, nous allons commencer par une chose, parce que nos frères de la RDC veulent qu'ils repartent. Ils ont dit oui, nous pouvons repartir à une certaine condition. Et donc, à l'issue de la tripartite, on a dit on va commencer par ce qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire l'enregistrement, l'inventaire des besoins. Ensuite, une équipe, donc du 1er au 6 avril, il y a une équipe qui va aller pour faire leur enregistrement biométrique pour qu'on sache exactement combien, enfin, on sait à peu près le nombre sur la base de ce que nous savons, mais au moins qu'ils soient enregistrés et que le HCR organise maintenant leur retour. Parce que nous ne pouvons pas comme ça dire ils vont repartir parce qu'il peut se poser des problèmes et après, si ce n'est pas organisé, ce n'est pas dans l'ordre, nous risquons d'avoir des problèmes. Donc, on va faire d'abord l'enregistrement pendant tout le mois d'avril. Enregistrement, évaluation de besoins, deuxième activité. Et maintenant, troisième activité, nous allons nous retrouver à Kinshasa pour une autre réunion tripartite, cette fois-ci pour regarder la question globale et des déplacés de Makoti-Poko, ceux qui sont à Makoti-Poko, et le reliquat qu'il y a dans le pays, parce qu'il y a environ 11 000 réfugiés d'avant qui sont toujours dans le pays. Donc, en tout, nous sommes autour de une vingtaine de mille de nos frères de la RDC qui sont sur le territoire. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'était le côté humanitaire. Nous allons changer de volet. Plus de la moitié de la population congolaise vit en dessus du seuil de pauvreté. Selon une étude réalisée par l'ECOM, l'incidence de pauvreté est passée de 65% en 2005 à 75% en 2011. Problème, Madame. C'est un problème. Quelle est la différence que vous faites entre un pauvre et un très pauvre? C'est au niveau de... Quand on observe les gens, l'observation peut nous dire cette personne, on voit comment la personne vit quotidiennement. Mais au niveau économique, on détermine ça avec le revenu. Il y a des calculs qui ont été faits. Au niveau international, on limite à 2 $, c'est le seuil. C'est 2 $ par jour. Et les 2 $, c'est pour les besoins alimentaires et les besoins non alimentaires. Mais il se trouve qu'au Congo, quand on a fait les calculs, les chiffres se rapprochent curieusement de ces 2 $. Donc la personne qui est en dessous de ce montant est très pauvre. C'est-à-dire, pour le Congo, on a trouvé en 2011, c'est 377. Ça, c'est le seuil de pauvreté alimentaire. Et le seuil de pauvreté non alimentaire, c'est 317. Quand vous combinez les deux, vous êtes à 994. Et les 994, c'est presque 1000 francs. C'est ça. C'est presque 1000 francs et nous retrouvons les 2 $. Donc, celui qui est en dessous de ce montant-là, il est très pauvre. Et celui qui est un peu au-dessus, il est pauvre. Et à cela, vous pouvez ajouter encore des maladies chroniques, l'analphabétisme, le handicap, l'impossibilité de vivre dans une maison correcte. Madame la ministre, il m'a été laissé dire
qu'on vous appelle Mama Lisungi. Qu'est-ce que ça dit exactement? Expliquez-nous un peu. Ah ben, je ne savais pas comment appeler Maman Lisungi. Lisungi est un projet que le ministère exécute. En fait, c'est un nom qu'on a donné à un projet. Nous avons un autre qui va arriver qui s'appelle Téléma. Donc, tous nos projets, nous donnons des noms. Téléma, c'est on relève la personne, on dit la personne, Téléma. Et Lisungi, c'est on aide la personne. Je crois, si je traduis bien la langue. Alors, l'action sociale, ce n'est pas seulement donner l'argent à la personne comme ça. La mission du ministère, c'est aider aussi à l'autonomisation. Sortir de la pauvreté, sortir du besoin. Et l'Isungi est l'une des solutions qu'on a trouvées, c'est un filet de sécurité sociale. La protection sociale a deux volets. Tout à l'heure, je vous ai parlé des moins de 15% qui sont à la sécurité sociale, la retraite. Et les autres, c'est ce qu'on appelle la protection sociale non contributive. C'est-à-dire que la personne n'apporte rien, mais l'État a obligation de l'assister. Et dans cette obligation d'assister, il y a non seulement des aides qu'on peut donner au niveau des circonscriptions d'action sociale. Le président de la République a voulu que le pays se lance dans les filets sociaux. Justement, vous avez organisé récemment une conférence de presse, prélude alors au lancement du programme des activités génératrices de revenus dans le cadre de la mise en œuvre justement de ce système de filets sociaux. Quand est-ce que ce programme va-t-il être lancé? Moi, je n'ai pas fini Je vous en prie. d'expliquer l'Isungi. Allez-y. Ce que c'est que le filet social. Parce que le filet social, c'est pour aider ceux qui sont très pauvres à ne pas transmettre la pauvreté à leurs enfants, aux générations futures. Vous voyez une famille, papa, maman, ils sont pauvres. Le résultat, cela se reflète sur les enfants. Ils ne mangent pas correctement, ils ne s'habillent pas correctement. Maintenant, ils ne peuvent même pas aller à l'école. Ou alors, s'ils y vont, ils sont toujours en manque de cahiers, manque de papier, manque de tenue. Maintenant, le filet de sécurité sociale, ou alors l'Isungi, c'est pour dire, ces familles-là qui sont pauvres, on va leur donner les moyens pour que leurs enfants puissent manger, puissent aller à l'école, puissent fréquenter les centres de santé. La maman aussi, quand elle est enceinte, il y a des examens pré- et post-natal. Et il y a un cahier, on doit suivre que la maman qui est enceinte a fréquenté le centre de santé, l'enfant va à l'école. Donc ça, c'est l'une des conditions pour bénéficier de l'Isungi, c'est que ce soit une famille avec enfants et avec une personne âgée qui a peut-être une maladie invalidante, qui est tellement vieille, une personne très âgée qu'elle ne peut rien faire. Donc, on espère qu'avec ce système, les enfants vont aller à l'école, vont être bien portants, manger bien portants, aller à l'école, et à la fin de leurs études, ces enfants vont trouver un emploi. Et chez nous, c'est de coutume. Un enfant qui travaille, un enfant qui a des moyens, aide la famille. Et déjà, lui, il est arrivé à un niveau. Cela veut dire que ses enfants, lui, il ne va pas transmettre. Il va transmettre ce que lui, il connaît à ses enfants. Donc, on arrête le cycle de transmission de la pauvreté. L'Isungi prévoit de soutenir 8000 projets. Le pays compte beaucoup de pauvres. Madame la ministre, comment faire? Ça, c'est une très bonne question. Comment faire?
Vous avez entendu le chef de l'État. Le 29 décembre 2018, dans son message à la nation, il a demandé au gouvernement de soutenir ce projet. Que ce projet, compte tenu des résultats prometteurs, mérite nos égards. Donc, tous les efforts seront mis en œuvre pour que nous commencions à dépasser les 8000 projets générateurs de revenus pour aller, on appelle ça en termes économiques, porter un projet à l'échelle pour couvrir tout le territoire. Mais tout le territoire, ce n'est pas 8000 ménages, ce n'est pas 100 000 ménages, c'est 250 000 ménages. Waouh! Pauvres. Tous les ménages, c'est environ 1 million de ménages. Mais les très pauvres, selon les calculs, les simulations que nous avons faites, nous sommes environ à 250 000. Et pour couvrir tout le territoire, c'est-à-dire toucher tous les pauvres dans les 12 départements du Congo, il nous faut environ 200 milliards de francs CFA, ce que nous n'avons pas. Pour l'instant, combien de départements sont concernés? Dans le budget 2019, on a prévu seulement 6 milliards. Donc, les 6 milliards, si les 6 milliards sont mobilisés, on pourra ajouter au moins 16 000 ménages pour bénéficier des activités génératrices de revenus. Comme ça, on va passer 16 000 plus 8 000, c'est environ 24 000 ménages. Donc, on n'atteint même pas les 10%. Vous voyez. Donc, c'est énorme. Je disais, combien de départements sont concernés pour l'instant? Pour l'instant, il y a le département. Brazzaville est un département. Vous allez me dire pourquoi Brazzaville. Je reviendrai à Brazzaville après. Pointe-Noire, la Cuvette, les plateaux. Il y a le Niari et le Poul. Voilà les 6 départements qui sont concernés. Quand on avait fait l'étude sur la pauvreté en 2014, c'est la Banque mondiale qui avait fait l'étude sur la pauvreté, ils avaient trouvé qu'il y avait environ 50% de la population congolaise, donc le taux de pauvreté était à 46,50. Et Brazzaville était autour de 26-28%. Et c'est pour ça que je dis, vous allez me poser la question, Brazzaville est moins pauvre que la moyenne nationale. Mais dans Brazzaville, vous avez des poches de pauvreté qui dépassent les 78, comme dans l'Alikwala, dans la Cuvette, dans l'Alekumu, dans le Poul, où nous dépassons les 70%. Donc, les poches de pauvreté à Brazzaville sont les zones dans lesquelles on a commencé l'Isungi, c'est-à-dire Talangai, Makelekele, Bakongo, Mungali. C'est ça, hein? Voilà. Et puis, à Brazzaville, de l'autre côté, à Pointe-Noire, Mvumvu, Luangili. C'est le même phénomène, hein? Au niveau de Pointe-Noire, le taux de pauvreté est plus faible et moins que la moyenne nationale, mais à l'intérieur de Pointe-Noire, vous avez des zones où le taux de pauvreté dépasse la moyenne nationale. Puisqu'il s'agissait d'exécuter le projet à un niveau pilote, on a choisi des zones, les localités, hein, les plus pauvres. Et il y en a beaucoup. Vous allez me dire pourquoi l'Ikwala n'est pas dans les Sungi pilotes, pourquoi Sibiti n'est pas dans les Sungi pilotes. En tous les cas, il fallait commencer quelque part. Il fallait commencer quelque part. Alors, donc, on a choisi, et puis aussi, il y avait un autre critère, c'est l'accès à un centre de santé, à une école. Parce que si vous voulez tester quelque chose, il faut réunir les conditions de succès. Et les conditions de succès, c'était de tester. La condition, accès à l'école. Le taux de fréquentation de l'école doit être d'au moins 80%
par mois, au moins 80%. Le carnet de vaccination de l'enfant doit être à jour. Et pour cela, il faut qu'il y ait l'école à côté. Il ne faut pas que ce soit trop loin de là où est le bénéficiaire. Et il faut aussi un accès, une route pour y aller. C'est pour ça qu'on avait sélectionné ces localités. Ici, à Brazzaville, quand on a eu un financement additionnel, on a ajouté Djiri, Madibou et Filou. La mise en œuvre justement de ce programme a été rendue possible grâce à un financement de la Banque mondiale et de l'AFD, un financement de l'ordre de 2 milliards. Et quelle est la contribution du gouvernement? Alors, le projet est une volonté du gouvernement, du président de la République, qui a voulu qu'il y ait ce projet au Congo et a demandé que l'on fasse la conception du projet et le gouvernement du Congo, si vous allez dans l'histoire du partenariat entre les pays et les bailleurs de fonds, vous allez voir que c'était une première. Le pays a mis plus de 88% et a demandé à la Banque mondiale, voilà, moi je mets ça dans la cagnotte. Vous venez m'aider avec vos capacités techniques pour renforcer l'équipe, histoire d'apprendre comment on exécute ce type de projet. C'est pour ça que le premier financement, vous aviez plus de 88%, c'était le gouvernement et le reste, c'était la Banque mondiale. Donc il y avait 17 millions de dollars, 15 millions, c'était le gouvernement et 2 millions, c'était la Banque mondiale. Malheureusement, au cours de l'exécution, on a exécuté pendant moins d'1 an et c'était la crise du pétrole et le gouvernement n'a pas pu honorer ses engagements. Alors, donc, le projet a été arrêté pendant plus de 2 ans, faute de contrepartie. Mais dans nos discussions avec la Banque mondiale a été très flexible, a compris que, compte tenu des difficultés du gouvernement, il n'était pas possible de mobiliser la contrepartie. Alors la Banque mondiale est venue et on a dit, si vous pouvez revenir avec d'autres ressources, donc c'est là que la Banque mondiale est venue avec des ressources additionnelles pour essayer de compenser ce qui, à l'origine, était un peu déséquilibré, hein, parce que normalement, c'est 10% pays et 90% bailleurs de fonds. Et là, nous étions dans des proportions inversées. Alors, donc la Banque mondiale est venue avec un financement additionnel, et ce financement additionnel sans contrepartie. Et quand l'AFD a observé les résultats quand nous avons fait la revue à mi-parcours, on a rendu compte pour dire, malgré le fait que le projet ait été arrêté, les résultats atteints avec les premiers versements sont satisfaisants. Prometteurs. Alors, l'AFD aussi s'est ajouté avec un financement additionnel de 10 millions d'euros. On a commencé à exécuter, mais on n'a pas encore commencé à entrer dans les détails du financement de l'AFD. Donc, en ce moment, nous travaillons avec le financement initial de la Banque mondiale, où ils ont suspendu la clause qui veut que le gouvernement apporte une contrepartie. Ils ont laissé ça de côté, histoire d'attendre que la situation s'améliore. Ils vont revenir avec cette question. Et ils ont ajouté encore 10 millions. Et c'est avec ça que nous sommes en train de travailler. Et dans les mois à venir, quand nous allons remplir toutes les conditions pour que l'AFD aussi apporte le financement concrètement, nous aurons des ressources. Et c'est avec le financement de l'AFD qu'on a ajouté Djiri, Madibou et Filou. Luandjili et puis Filou, voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous n'êtes pas seule sur ce plateau. Il y a le coordonnateur du projet, Messieurs Alfred Constant Kiakwama,
Bonsoir, M. Kiakwama. Bonsoir. Alors, dites-nous, le programme PAGER, activité génératrice de revenus, s'adresse aux populations congolaises très pauvres et vulnérables, inscrites au registre social unique. C'est quoi le registre social unique? Ok, merci beaucoup. Le registre social unique, c'est d'abord un système qui a été mis en place pour gérer ce qu'on appelle les programmes de protection sociale. La première question qu'on pose lorsqu'il s'agit d'identifier les pauvres, c'est de dire qui est pauvre, qui n'est pas pauvre. C'est une question majeure. Et lorsque l'INES a réalisé l'enquête sur les COM, ils ont travaillé sur ce qu'on appelle les ZD, donc les zones de dénombrement, et donc sur la base d'échantillonnage d'environ 10 405 ménages. 10 405 ménages, on a fait donc des simulations. Alors aujourd'hui, lorsqu'on dit, mais est-ce que le profil qui avait été de pauvre, qui avait été défini dans les COM, est-ce qu'on peut retrouver ce profil-là? Oui, on retrouve ce profil, mais est-ce que les personnes concernées ou les ménages, on les retrouve? Non, on ne les retrouve pas. Alors, comme pour le registre de commerce, comme pour les bases de données qui existent, dans d'autres pays, notamment au Brésil, ils ont ce qu'on appelle Cadastro Único, qui est en fait une base de données, en même temps un système informatique de gestion de la demande sociale. Donc, ce dispositif permet tout simplement d'enregistrer toute la demande sociale et de faire le suivi, effectivement, de la réponse à apporter à cette demande sociale. Alors, c'est sur la base de ce qu'on appelle, le suivi se fait sur la base de ce qu'on appelle, comme le NIU, pour tout ce qui est opérateur économique, mais ici nous parlons de code d'identification du ménage et de numéro d'identification sociale. Et ça nous permet aujourd'hui de voir qui a bénéficié de l'aide et dans 5 ans, dans 6 ans, qu'est-ce qui est devenu cette personne qui a bénéficié de l'aide. À ce jour, combien de ménages ont déjà bénéficié des prestations de l'Issungi? Alors, nous sommes à 9 366 ménages exactement. Sur une base de données, donc la demande dans le cadre de ce registre-là, nous sommes à 118 966 personnes de demande. Nous avons déjà traité 75 166 personnes. Monsieur Kiakwama, oui. Est-ce que tous les ménages bénéficiaires sont réellement des ménages très pauvres? Merci beaucoup. Il y a un postulat de base. Est-ce qu'il n'y a pas de barreau là? Je comprends. Il y a un postulat de base dans ce qu'on appelle les programmes de sécurité sociale, partout en France. Le ciblage a toujours ce qu'on appelle quelques biais. Ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas dépasser ce qu'on appelle des marges d'erreur qui tournent autour de 5%. Et généralement, nous avons mis en place des mécanismes de ciblage. Le ciblage, ce n'est pas à notre niveau que ça se fait. Le ciblage, il est combiné. Il est scientifique parce que c'est sur la base d'un modèle proxy qui permet, à partir des données de l'ECOM, d'aller retrouver ces ménages qui répondent au profil des pauvres alimentaires qu'on a définis dans l'ECOM. Il y a un ciblage administratif qui se fait parce qu'il y a des enquêtes ce qu'on appelle sociales, réalisées par des agents sociaux sur le terrain, puisque le ministère des Affaires sociales a dans chaque arrondissement ce qu'on appelle des circonscriptions d'action sociale. Et il y a ce qu'on appelle le ciblage communautaire. Parce qu'in fine, lorsqu'on a fait toutes ces enquêtes-là, alors nous avons des comités communautaires de ciblage qui font ce qu'on appelle le ciblage communautaire et donc qui valident cette liste-là et qui font sortir des ménages. À titre d'exemple, à Dolisie, lorsqu'on a lancé la première liste, on avait 2121 ménages qu'on a eu à soumettre à la communauté, mais la communauté, après le travail, n'a retenu que 271 ménages. Ce qui est sûr, nous avons constaté un phénomène dans certains quartiers où lorsqu'on fait des enquêtes à domicile, les ménages ayant compris le système, comment ça fonctionne, changent de domicile. Donc, ils se font enregistrer dans une cabane et lorsque vous envoyez les agents de l'INES pour les enquêtes, on voit le ménage dans une cabane. Mais c'est 2 jours, peut-être que quelques mois après, lorsque vous repassez, c'est à ce moment-là qu'on vous dit non, mais le monsieur ne vit pas là, il vit à côté. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Au début, souvent, il y a toujours des erreurs, on appelle ça des erreurs d'inclusion. Mais au fur et à mesure, nous essayons de corriger. Oui, parce que des informations en notre possession font état de ce que, sur les listes, il y a des fonctionnaires de l'État. Oui, effectivement,
ce n'est pas un phénomène aussi répandu. Vous savez, dans des projets de transfert monétaire, lorsqu'il y a un cas, effectivement, ce qu'on appelle les effets instrumentaux sont très, très importants. Mais ce qui est important dans ce système-là, c'est le contrôle qui vient après. Donc, il y a quelques fonctionnaires. J'ai, par exemple, par devers moi ici, une carte d'un monsieur qu'on a identifié. Et ça, c'est pour nos contrôles que nous faisons régulièrement. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc, lorsque nous partons, nous examinons, on se rend compte que ce monsieur-là, effectivement, ne méritait pas, et la carte est aussitôt retirée. Et en même temps, dans les anciennes zones, au cours du mois de juin et juillet, nous avons bénéficié du concours de l'inspection générale d'État, qui est allé avec nous, par exemple, à Oyo, Makwa, un peu partout, et on a par exemple suspendu 58 ménages qui, effectivement, ne répondaient pas aux critères. Mais je voudrais seulement dire que le ciblage dans les zones rurales est parfait, parce que lorsque vous voyez la zone de Makwa, la marge d'erreur est à 0%. La zone d'Oyo, la marge d'erreur est à 1%. Selon tous les travaux qu'on a exécutés avec l'inspection générale d'État. Mais au milieu urbain, vous avez quand même des marges d'erreur qui tournent autour de 3% à Pointe-Noire et autour de 5% à Brazzaville. Et donc, ça fait partie des dispositions prévues que vous avez prises pour limiter au maximum les erreurs d'inclusion et d'exclusion. Par exemple, tout dernièrement, nous étions obligés de réunir tous les ménages dans les gymnases pour donner l'information, et on a ouvert ce qu'on appelle des registres, donc des mécanismes de gestion de plaintes, et nous traitons ces plaintes-là. Lorsqu'il y a des cas qui sont signalés, nous les traitons et nous passons en revue ces cas-là. C'est ce que nous faisons. Madame la ministre, y aurait-il un Lissungi en faveur des réfugiés qui sont dans le département de la Liguala? Ils sont prêts à repartir dans leur pays d'origine. Mais pour commencer, c'est que vous devez savoir, et vous le savez, je pense, que le pays, le Congo, a ratifié, a signé des instruments internationaux et on ne pratique pas la politique de refoulement. L'histoire des réfugiés, c'est quoi? C'est qu'au niveau international, il y a un programme. Il y a une résolution qui a été prise à Istanbul, à New York, pour dire désormais, là où sont les réfugiés, on doit participer non seulement à les assister, mais à promouvoir aussi le développement dans la localité qui a accueilli le réfugié. Et il se trouve que le HCR et la Banque mondiale ont mis en place, parce que vous savez, la mission essentielle, primordiale du HCR, c'est l'aide aux réfugiés. Donc, le HCR a négocié avec la Banque mondiale pour dire, nous voulons que désormais, quand nous partons assister les réfugiés, que cette assistance profite aussi aux communautés qui ont accueilli les réfugiés. Donc, après âpre discussion, au niveau de la Banque mondiale, on a créé une fenêtre pour les déplacements forcés. Mais comme c'est une première, c'est encore à titre pilote. Donc, on a dégagé 2 milliards de dollars. À titre pilote, on ne peut pas non plus prendre tous les pays dans lesquels il y a des réfugiés. Et on a établi une liste de 12 pays sur la base du nombre de réfugiés. On a dit, il y a des pays qui ont 3 millions de réfugiés, 100 millions de réfugiés, mais il y en a qui ont moins. Et on a dit, on va mettre la barre à 25 000. Un pays qui a 25 000, qui a plus de 25 000 réfugiés sur son territoire, est déjà retenu sur la liste. Voilà comment le Congo a été retenu pour bénéficier de ce financement qui a été décidé au niveau international. Donc, c'est une fenêtre qui s'occupe des réfugiés et des populations hautes, c'est-à-dire les populations qui ont accueilli les réfugiés. Il se trouve qu'au Congo,
la localité qui a plus de réfugiés, c'est la localité, c'est le département de la Likwala. Et dans la Likwala également, quand il y a une école, il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Donc, ce projet que nous avons eu grâce, ou bien ce financement, grâce à la présence des réfugiés, va profiter également au secteur santé et secteur éducation, que le projet va renforcer. Et c'est pour les enfants congolais, les enfants des réfugiés, parce que jusque-là, dans le département de la Likwala, si vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'humanitaires. Mais ces humanitaires viennent en aide seulement aux réfugiés, pas aux communautés locales. Vous allez voir déjà, au niveau de l'habitat, vous allez constater, l'habitat de réfugiés, c'est en général une maison en dur et tout. Et à côté, vous avez l'habitat des communautés locales qui sont en général des huttes ou alors en terre battue et tout. Quand j'ai pris fonction, ma première mission de terrain était dans la Likwala et j'avais attiré l'attention du HCR. Je dis, ce que vous êtes en train de faire, c'est très bien, les humanitaires, mais vous avez créé une inégalité. Vous avez mis des bonnes infrastructures pour les réfugiés, mais les populations locales continuent de vivre dans la précarité, dans les maisons en hutte, et ce n'est pas bien. Et c'est ce que nous avons obtenu dans ce projet, ce nouveau financement, c'est qu'on ne donne pas seulement des allocations, des transferts, mais qu'on renforce le système sanitaire et le système éducatif. Nous avons fait venir sur ce plateau un bénéficiaire du projet Lisungi. Elle est là avec nous sur ce plateau. Nous allons lui poser un certain nombre de questions. Comment est-elle arrivée à Lisungi? Depuis qu'elle a bénéficié des allocations de Lisungi, est-ce que sa vie a changé? Maman Mbote Nayo, yebisa biso yo kotaki ndenge nini na kati ya Lisungi? Ngai nala kotika mapa depuis que mobali nanga akufaki nali veuve na chikali na bana na kotika mapa na nza na kotika mapa mais soki natiki mapa na kitaka pe na jardin sera ke na jardin wana tango nazo matakaka ale na yiko kuta batu na kacha lopango o mama yo fanda kawa medere ngana fanda kawa ofanda kana na mobali na unité papa ngana na mobali te mobali nanga asi akufaki na chikalaki kana bana na mwa bakoko nanga tozali awa ndenge mobali nanga tanga akufaki to mobali nanga achikaki lopango te lopango tozala kofanda ezalaki lopango ya famille ya mobali nanga tanga mobali nanga akufaki babenganaki biso kati lopango longai esika ya kokende ezate nakendaki kote ya famille na biso ya bakoko wana mwana ya mama na biso koko wana ayamaki mama kotelangana na bana te ya kofanda kote na ngai ni wana kena kofanda kuna apana ukinangana na yiko kota batu wana bai na yiko kuta batu mama wuchu wapi ana wuchu na jardin buena buya biso toko registre bato yo bana ba moyete papa nga yo toko bokuzwanga na kosepelanga mingi bo pesa ngani ni mwa sanfra na bakisana mumbungu e baba fanda nani ngandenge na fanji après ba ko yeso biso tozali bato Lisungi toko zo bato ba ba moyete lokolo yo ali vivre donc da ba registre ngana bana nanga moko na mwa bakoko tozalaka bo mama toke tozunga atango bakindaki bato ya quartier bakomi kokria bato bazoluka bino kuna na bakazi du parti okende kuna ngape nakende ebele bato balaki kuna anga nasalaka makasi na bana ntango nake kuna baenregistre ngai apres nazongi na ndako ntango nazongi na ndako analobi na bana soki likambo wana esalamaki vraiment kasi mwa bien mombungu ya mapa oyo ntango nazosala ngo vraiment mapo keno kodefa tango eyiko sala tango na yiko zwa avant wa bengi biso to keno kuna ya liboso to kendaki na makelekele kuna ba enregistrer biso to zongi tango to zongi boleka nani na centre sportif na centre sportif kana peut-être moi le meilleur ezakona na lamgaki na vrai tongo tango na gina vrai tongo kuna ideo mwaka mbogo na en 7e, bien 5e position, ba binga ba yiko zongai au kotakune. Maman banzuza denyo maman ko 60 000 fois.
ntango nayoki kaka vraiment nasepelaki ya mingi nasepelaki vraiment sikoyo salaki nini na mbongo wana? na mbongo wana lokola nalaki na nyongo mapa nafuti mwa ndabo na mwa ndabo ya mamwe ya banyongo ali mwa pato etikali nango nakomi kosomba natika na ngai nateka anatika abanyongo wana ezali sote lokola mwa pata na ngai eza tika na sozuka na sobi na ketika soke sili na ke soma lisoti parce que teka kana batour soko toteki na batour journée mobimwana komba na même na ba 5 du matin ok na boulangerie ci même 22 soko ma pa esili ok lobi le susu ba mo susu ba yiko replacer mais ngai ndenge na zwaki mwa pata na ngai olena fanda lelo za tourna nga na ketika na zando seke za tourna nga te na kela mga na 5 du matin ke suma ma pa na nga na boulangerie à peine ke ya kisa na ko crier na balabala 100 francs du pas 100 francs 150 na comme ko tambala ka boy après maman moko ayiko zonga yo mama bazoluka moto akoluwe jardin wana okende kosa ngape bilanga mpe nalingaka yango ntango nake kuna mama wana alobi na ngai mama bajardin oyo bazoluwe yango okopesa 40 000 40 000 bakopesa yango boye te ntango osala opesaka mwa moke nakomi kosala ndunda na ngai nakomi kosala ndunda koteka mapa na ndunda kosala mapa na ndunda après ntango oyi kozwa mwa apata wana nakomi kotyapeli kelema na zando nakomi kotya mwali kelema na zando papa moko ayiko lakisanga mama lopango yo nazotika ngo kaka soko lingi lopango ezaka pembe na mai nasala ndenge nini lopango nga nalinga ngo na mwali bosukuna na ko chapi mwanda kuna ngai nafana na bana mena mwasi kuna nasala mwa ba jardin na ngai papa elikambo te bongo pesa ka mongo asengaki 1,5 million 1,6 million mbongo za trop mingi mama lokola nga nafana kana nga na ndako na mboka mbongo wana na bana ko zongo kaka na koti mwali keleba mwa mokebo na komoko pesa mbongo wana papa ko pesa mbongo wana papa nyongo wana ya lopango wana pe esili ya ba jardin wana. Merci maman pour notre témoignage nayo. Il y a vraiment témoignage makasi. Merci pour nayo. Madame la ministre, c'est un témoignage palpable, poignant. C'est au vu de ce genre de témoignages, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Ceux qui n'ont pas, les bénéficiaires qui n'ont pas attendu qu'on mette en place un programme d'activité génératrice de revenus, dès qu'ils ont eu leur première allocation, non seulement ils ont utilisé pour les besoins quotidiens, mais ils ont lancé une activité. Il y a ce témoignage. Nous avons le témoignage de personnes qui ont lancé des restaurants, des personnes qui ont lancé la production de manioc. Et il y en a qui ont lancé des salons de coiffure. Il y en a qui ont lancé des ateliers de couture, il y en a qui ont lancé, qui ont acheté le matériel pour faire la pêche. Alors, en conclusion, Madame la Ministre, que doit retenir ce soir le téléspectateur de l'action sociale du gouvernement? Je crois que le téléspectateur, il voit aussi, il sait que la situation du pays est difficile. Et nous, au ministère, qui doit apporter l'aide à la population. Je vous ai dit au début que la demande sociale est énorme. Elle est énorme. Mais nous n'avons pas baissé les bras, malgré les difficultés. Nous sommes préparés. Nous avons un plan d'action sur la période 2018-2022 pour apporter assistance à tous ceux qui sont dans le besoin. Nous avons des projets que nous allons exécuter. Nous ne touchons pas encore toute la population qui est dans le besoin, mais notre ambition, c'est de porter à l'échelle toutes les activités que nous sommes en train de mener. Et nous espérons, nous le croyons fort, que la situation va s'améliorer et que les ressources seront disponibles pour nous permettre de venir au secours de ceux qui sont dans le besoin.
Pour le moment, nous travaillons avec les ressources qui sont disponibles. Cela ne veut pas dire que nous ne savons pas qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais c'est tout simplement parce que les moyens ne suivent pas notre ambition, notre enthousiasme et notre disponibilité. Nous sommes disponibles. Parce que même le passage à l'échelle dont il s'agit, ce passage à l'échelle va mobiliser beaucoup de ressources, en termes de ressources humaines, pas seulement en termes de ressources financières, mais même les ressources humaines. Vous avez parlé du projet le PAGR, le projet appui aux activités génératrices de revenus. Vous savez, 8000 projets, ce n'est pas petit. Même si nous ne couvrons pas tout le territoire, mais travailler sur les 8000 projets, parce que ce sont nos agents sociaux, plus 2 associations qu'on a recrutées, qui vont se déployer sur le terrain pour identifier, préparer les plans d'affaires, accompagner à l'exécution, exercer le suivi. C'est beaucoup de monde. Et dans nos négociations avec le deuxième partenaire qui est l'AFD, nous avons obtenu un recrutement, enfin pas recrutement, on va utiliser nos élèves qui ont été formés à l'Institut du travail social, qui attendent d'être recrutés à la fonction publique. Donc l'AFD a accepté que nous prenions une partie de ces enfants qui vont venir renforcer l'équipe du ministère pour aller sur le terrain et se déployer. Donc, vous voyez que nous cherchons tous les moyens pour essayer de faire notre travail dans les meilleures conditions possibles. Merci pour cette conclusion, Madame la Ministre. C'était un plaisir de vous avoir comme invité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Bonsoir chez vous.